Donc on va démarrer la session innovation thérapeutique, découverte, nanomédecine et repositionnement de nouvelles molécules pour cette première partie de l'après-midi. Et je vais appeler donc Laurence Lafancher, qui est directrice, je vais souffler, excusez-moi, directrice au sein de l'IAB, de l'Institut pour l'avancée des biosciences. Et j'espère que c'est tout bon, oui. Pourquoi ça ne... Ah, c'est bon, oui. Très bien. Eh ben, je te laisse te présenter, Laurence. Bonjour, merci Inde. Je voulais remercier le Clara de me donner aujourd'hui l'opportunité de vous présenter les approches qu'on conduit maintenant dans l'équipe depuis plusieurs années, qui sont effectivement la recherche en médicaments, c'est un bien gros mot, c'est recherche de molécules bioactives. On ne trouve pas un médicament comme ça tout de suite, et en s'appliquant sur des criblages, en fait, des criblages phénotypiques, c'est-à-dire des criblages sur cellules. Je vais vous détailler un petit peu ça. Donc, ça marche. Ah si, voilà. Dans l'équipe, une partie de l'équipe s'intéresse aux microtubules et aux filaments d'actine, les microtubules ici en vert et les filaments d'actine en rouge, qui, comme vous le savez tous, sont impliqués dans un très grand nombre de fonctions dans la cellule, comme la mitose, la mobilité, la polarité ou le maintien de la forme des cellules. Et c'est des structures extrêmement dynamiques et dont la dynamique est très régulée. Et quand il y a des dérégulations, on a des maladies. C'est un peu simpliste, mais on peut avoir des dérégulations de la mitose, des cancers, des métastases, des maladies neurologiques ou même des thromboses. Alors, je vais plus me focaliser ici sur les microtubules. Les microtubules, comme leur nom l'indique, ce sont des petits tubes ici, et qui sont, comme je vous l'ai dit, dynamiques, c'est-à-dire qu'ils assemblent la tubuline par leurs extrémités et ils passent leur temps à polymériser ou dépolymériser, ici comme une peau de banane. Et cette dynamique des microtubules est extrêmement contrôlée dans les cellules, soit par des protéines associées, soit par des modifications post-traductionnelles de ces protéines ou de la tubuline elle-même. Alors, ces microtubules, de par leur fonction importante, notamment dans les mitoses, c'est les drogues qui ciblent ces microtubules sont des grandes drogues antitumorales, comme le Taxol. Alors, en fait, dès qu'on bloque la dynamique des microtubules, soit en stabilisant les microtubules, soit en les dépolymérisant, on va avoir une drogue anticancéreuse. Comme ils ont plein de fonctions, les microtubules, on a aussi beaucoup d'effets secondaires avec ces drogues anticancéreuses. Juste ici, pour vous montrer un peu mieux comment se fixent ces différentes drogues, c'est le dimère de tubuline. C'est un dimère, tubuline alpha, tubuline bêta. La plupart des drogues se mettent sur la tubuline bêta. Et vous voyez ici, par exemple, le site des taxanes, le Taxol, le docétaxel en vert. Et ici, le site colchicine qui est à l'interface entre alpha et bêta. Dans l'équipe, ce qu'on cherche notamment à faire, c'est à identifier des régulateurs des microtubules qui soient dérégulés dans les cancers ou dans d'autres maladies pour cibler plus sélectivement ces microtubules. Et on cherche à trouver des agents pharmacologiques qui ciblent ces régulateurs et à tester leur efficacité thérapeutique dans différents modèles in vitro ou in vivo. Et pour ça, on s'appuie principalement sur cette approche de criblage phénotypique, où en fait, qu'est-ce que c'est? On prend une collection de molécules chimiques, plusieurs milliers, qu'on teste sur les cellules dans des microplaques grâce à des robots. Le readout, c'est un changement du phénotype de la cellule. Je vais vous donner 2 exemples. On sélectionne le composé actif et ensuite, on cherche à identifier sa cible et le mécanisme qui est mis en jeu. Ce que je trouve de particulièrement intéressant dans ce genre d'approche, c'est que finalement, on présente à la cellule plein de molécules et c'est elle qui va choisir. Celle qui va choisir le phénotype pour générer le phénotype qui nous intéresse. Et aussi, on sélectionne une drogue qui est active dans le contexte cellulaire. C'est finalement ce qu'on attend d'un médicament en toute fin. Alors, ce n'est pas très original comme approche. C'est l'approche pharmacologique classique, une des approches pharmacologiques classiques. Par exemple, l'aspirine, ça a été au départ extrait des écorces de saule, et c'était les écorces de saule qui étaient connues pour abaisser la fièvre. On a trouvé que c'était l'aspirine, et ensuite seulement on a trouvé la cible de l'aspirine. Simplement, grâce aux robots, aux accès à des larges collections de molécules chimiques et à tout ce qu'on sait faire maintenant pour manager un grand nombre de données, ça accélère ce genre d'approche. Et en plus, pour un biologiste, c'est vraiment bien parce qu'on a un outil pour agir sur les cellules et quand ça marche, on peut avoir simultanément trouvé une nouvelle drogue et une nouvelle cible éventuellement. Alors, le
tout premier criblage qu'on a fait, ça a été de rechercher des agents qui influençaient la dynamique des microtubules, et on espérait de façon indirecte. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a criblé plus de 30 000 molécules qui viennent de la Chimiothèque nationale, et on les a criblées sur un test cellulaire de la stabilité des microtubules. En fait, ce test consistait à repérer la tubuline, une accumulation de tubuline détyrosinée. C'est une tubuline qui s'accumule dans les microtubules stables ou stabilisés. On a sélectionné comme ça un composé qui s'appelle le pyridocarbazole, un pyridocarbazole qu'on a appelé PYR1. Et on a mis pas mal de temps, parce que c'est vraiment l'étape la plus difficile, pour identifier la cible de ce composé. Et ce n'était pas la tubuline, ça, on avait tous les tests pour vérifier ça. Et en fait, on a trouvé que c'était un inhibiteur d'une kinase, la lime-kinase. Je vais passer très vite, c'est un inhibiteur extrêmement sélectif. Et ça a fait 2 papiers, ça. Renaud Prudent qui a découvert la cible de la lime-kinase. Et c'était un Cancer Research. Et ensuite, Chloé qui a démontré qu'effectivement, on pouvait cibler, avoir un effet anticancéreux sur les tumeurs et aussi un effet antimétastatique, et en plus sur des tumeurs résistantes. Donc, on était bien contents. Alors, quand on en est à ce stade-là, on est ici dans la recherche. Si on veut aller vers un médicament, il y a tout un processus extrêmement codifié qu'on connaît bien. Il y a notamment toute une étape de développement réglementaire en préclinique et ensuite différentes étapes chez l'homme. Et c'est plus tout à fait le rôle de l'académie ici. Alors, soit on se tourne vers une big pharma, surtout si on a fait un brevet, soit on crée une start-up. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, cette étape-là, c'est une des plus risquées, avec notamment des risques de toxicité qui sont investigués à ce moment-là. Et souvent, les big pharma, elles préfèrent laisser la start-up prendre des risques et ensuite, si ça continue de marcher, rentrer à ce moment-là qui demande effectivement en plus beaucoup d'investissement. Donc, on a décidé qu'on allait créer une start-up parce qu'on y croyait, notre molécule. Et ce qu'on a fait, donc là c'est Renaud, là c'est moi-même, on était cofondateurs et on s'est associé avec Fabrice Poblan qui lui avait toutes les compétences business parce qu'il ne suffit pas d'être chercheur pour faire une société, il faut avoir des tas d'autres compétences. Et on s'est appuyé aussi sur tout un board de scientifiques que vous connaissez sûrement, notamment Jean-Yves Blé, Marc Billot, Ruben Kapoor qui est aux États-Unis et Yang Bofeng qui était au Scrip Institute. Et on a commencé tout le développement réglementaire. On a surtout cherché à faire d'autres formes de cette molécule parce qu'elle avait des problèmes de solubilité. Et pas de bol, on s'est retrouvé avec un problème de toxicité, notamment un problème de toxicité cardiaque. Donc là, ça voulait dire pour la start-up, on s'arrête. On était un petit peu naïfs quand on a démarré ça. Mais en recherche, ça ne nous a pas empêché de continuer à faire ce genre d'approche. Et on a recherché à nouveau des composés qui pouvaient sensibiliser à des doses faibles de Taxol. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est dit, si on baisse les doses de Taxol, on va peut-être baisser... c'est une drogue qui certes soigne les tumeurs, mais aussi ça a plein d'effets secondaires. On s'est dit, si on baisse les doses, on va peut-être baisser ces effets secondaires, et puis on aura peut-être moins de résistance aussi. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a criblé cette fois-ci une plus petite chimiothèque qui vient du centre de recherche de Normandie. Le test était un test de cytotoxicité où en fait on avait déterminé ici une dose de Taxol extrêmement faible qui seule ne tue pas les cellules. On a pris les composés qui seuls ne faisaient rien aux cellules et qui, en combinaison avec le Taxol, tuaient les cellules. Donc, c'était un criblage un tout petit peu compliqué parce qu'il y avait plusieurs tests à faire en parallèle, mais ça nous a amené à sélectionner un carbazole, ici, qu'on a appelé Carba 1. Ensuite, alors là, c'est juste pour vous montrer son effet de synergie in vitro, où ce sont des cellules qui sont traitées par le Taxol en noir. Et quand on rajoute Carba à différentes doses, on a un déplacement vers la gauche de la courbe. En fait, on peut diminuer la dose de Taxol par 5 pour avoir la même efficacité. Alors, on s'est mis à chercher la cible. Là, je vous fais un résumé de 2 ans facile. On cherchait la cible. Au début, on avait exclu la tubuline parce que dans les cellules, on voyait que ça ne faisait rien sur les microtubules. Et puis, pas de bol. En fait, cette drogue, elle cible quand même la tubuline. Et cette fois-ci, elle la cible en se mettant avec pas beaucoup d'affinité, mais elle se met sur le site colchicine, ici, de la tubuline. Alors, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'une drogue qui va dépolymériser les microtubules exerce une synergie avec une drogue qui stabilise les microtubules ?
Et là, j'ai la chance de collaborer avec Anna Kmanova aux Pays-Bas, qui avait notamment toute une série d'approches avec du Taxol fluorescent. C'est un petit peu la papesse des microtubules dans notre domaine. Et en fait, on s'est rendu compte que, en mesurant l'incorporation du Taxol qui rentre à l'intérieur, son site est à l'intérieur des microtubules, quand on ajoutait notre composé, on perturbait un tout petit peu l'extrémité du microtubule en le faisant assembler, désassembler très très rapidement. Et ça, à chaque fois, ça fait pénétrer plus de Taxol fluorescent dans les cellules. Donc on s'est dit que notre mécanisme d'action passait par là. Et là où on a été très content, c'est quand on est passé sur l'animal. Alors c'est pas évident de trouver les bonnes doses pour trouver une synergie. Et là on s'est mis sur des souris, on a injecté nos cellules dans le flanc. Ça fait des tumeurs ici qui poussent. Et quand on rajoute du Taxol ici à 8 mg/kg, on empêche la croissance, on arrête la croissance des tumeurs. Notre composé tout seul ne fait rien aux tumeurs. Et quand on met ici notre composé Carba 1 en bleu à une dose qui ne fait rien seul, en même temps que du Taxol qui seul ne fait rien, quand on met les deux ensemble, on arrête bien la croissance des tumeurs. Donc on a publié ça et on a breveté notre molécule. Après, compte tenu du mode d'action, c'était le travail de Lauralie ici en thèse. Après, compte tenu du mode d'action, on s'est dit, si ça cible et que ça fait la même chose que le Taxol, simplement ça augmente son effet dans les microtubules, on va avoir les mêmes effets secondaires. Mais on a quand même testé. Et là, on a eu vraiment une très agréable surprise. On a testé notamment sur les neuropathies. Les neuropathies périphériques, c'est un problème qui, contrairement aux autres effets secondaires qui disparaissent quand on arrête la chimiothérapie, les neuropathies, ça reste chez 25% des patients. Ça touche 80% des patients lors de la chimiothérapie. Et après, ça reste chez à peu près un quart des patients. Et on n'a rien pour empêcher ces neuropathies ou pour les soigner à part des antidouleurs ou des antiépileptiques. Et donc, ça touche le système périphérique ici, c'est-à-dire tous les neurones qui sont en dehors du cerveau et de la moelle épinière, et ça se traduit par des tas de symptômes différents, des douleurs, des sensations de brûlure, des tremblements, suivant les nerfs qui sont touchés. On peut avoir des problèmes moteurs, on peut même avoir des problèmes du système nerveux autonome. Alors, on a regardé ce que faisait notre molécule sur les neurones, en collaboration notamment avec Francesca Bartolini, qui est à Columbia, à New York, et qui maîtrise bien tous ces tests-là. Donc ici, ce sont des neurones du DRG, dorsal root ganglia, qui sont en culture. On voit les contrôles, on voit Carba 1. Et ici, quand on met différentes drogues anticancéreuses qui font des neuropathies, ici le Taxol, bortezomib qui cible le protéasome ou cisplatine qui cible l'ADN, on a les neurones qui se morcellent ici. Et quand on met notre composé en même temps, on a beaucoup moins ou pas du tout de morcellement des neurones. On l'a quantifié, tout ça, et c'est extrêmement significatif. On l'a vu ici aussi, c'était avec Chantal Thibert à l'IAB, où c'est des DRG en entier, en culture, où en rouge, c'est la myéline, et en vert, ce sont les microtubules. On voit quand on met le Taxol, ils sont tout ratatinés, ils ont beaucoup moins de filaments, ces DRG, de neurites, et quand on met Carba en même temps, ils vont très bien. Après, là où on a été vraiment encore plus content, on est passé à nouveau chez l'animal avec David Balessac, qui est à Neurodol, à Clermont-Ferrand. Et là, je dis merci de Clara, parce que c'est grâce au Clara que je l'ai rencontré à un forum. Et David maîtrise différents tests de douleur et de neuropathie sur le rat. Et là, le test qu'on a utilisé, c'est le test de Von Frey. En fait, dans ce test, ce qu'on fait, c'est qu'on applique une pointe sur la patte du rat à une pression donnée et on mesure la pression à laquelle le rat va enlever sa patte. Et on voit que quand on met du Taxol, il enlève sa patte pour des pressions beaucoup plus faibles, parce qu'il a mal en fait. Et quand on met Carba 1 avec le Taxol, on a exactement la même chose que les contrôles. Ça pouvait dire qu'on avait un antidouleur éventuellement. Et là où on a été agréablement surpris, c'est qu'on a fait des biopsies des pattes de rat, on a marqué les neurones intraépidermiques, ici c'est en vert. Vous voyez, quand il y a du Taxol, on les perd, et tandis qu'avec Carba 1, on en garde beaucoup. Donc, après, on s'est dit, d'accord, mais par où ça passe ? Parce que ce n'est pas en passant par la tubuline qu'on va avoir cet effet-là, d'autant plus qu'on a cet effet de neuroprotection aussi sur le bortezomib, aussi sur le cisplatine, qui sont des drogues qui n'ont rien à voir avec la tubuline. On s'est dit, on doit taper quelque chose de beaucoup plus général. Et puis, on a eu des raisonnements un peu simplistes, mais on s'est dit, les neurones ont besoin de beaucoup d'énergie, peut-être qu'on tape là-dedans.
Et on a fait d'abord toute une approche de métabolomique non supervisée. Et petit à petit, on s'est orienté vers le NAD. On s'est rendu compte aussi en analysant dans les cellules que les cellules traitées par notre composé produisaient plus de NAD et de NADH. Et on s'est dit, il y a peut-être des bonnes chances qu'en fait, on cible cette enzyme. Ça, c'était la structure de composé qui nous a fait penser qu'on ciblait peut-être cette enzyme, qui est l'enzyme NAMPT, qui est impliquée dans la voie de synthèse la plus importante du NAD, qui s'appelle la voie de secours. Et on a donc regardé si effectivement on ciblait NAMPT. Et là, cette fois-ci, on a pris des cellules là, on les a traitées avec un inhibiteur de cette enzyme, FK866. Cet inhibiteur est aussi sélectif qu'une mutation génétique. Il est vraiment il est décrit comme ça, hyper sélectif de cette enzyme. Il bloque complètement cette enzyme et que celle-ci. Et bien sûr, quand on bloque cette enzyme, c'est toxique pour les cellules. Et là, cette fois-ci, on a été content parce qu'on décale vers la droite avec notre composé. C'est-à-dire qu'il faut notre composé protège les cellules de la toxicité de FK866. On avait en contrôle 2 autres composés, un qui vient d'être publié, NAT, qui était aussi décrit comme un activateur de cette enzyme, et un autre composé qui était décrit comme activateur de cette enzyme, mais les gens n'étaient pas d'accord. Et nous, dans notre test, il s'appelle P7C3, dans notre test, il ne faisait rien du tout sur l'enzyme. Après, on a regardé l'activité in vitro de NAMPT. Et donc, vous voyez ici qu'avec des doses croissantes de carbone, on augmente la production de NAD par l'enzyme, avec NAT aussi, et P7C3 ne fait rien. Et ensuite, on a regardé si notre composé liait bien NAMPT. Alors, faire la cristallisation, ce n'est pas encore lancé dedans, c'est quelque chose qu'on compte faire. Mais on a regardé simplement avec des approches de spectro de masse et avant ou après séparation sur colonne de chromatographie, en prenant comme contrôle FK866, dont on savait que ça ciblait NAMPT. Et on voit ici qu'après la colonne, donc, on a bien FK866 qui reste associé à NAMPT, et notre composé aussi reste associé à NAMPT. Donc on a une preuve qu'on lit bien cette enzyme. Après, on s'est dit, attention, on est dans le domaine du cancer, etc. On sait que si on booste les NAMPT et l'énergie, on va avoir un effet protumoral. On se dit, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Et du coup, on a repris notre modèle, on s'est mis à des doses thérapeutiques de Taxol, c'est-à-dire des doses où on sait que ça va baisser complètement. On n'a pas recherché la synergie à ces doses-là. Et on a regardé ce que donnait notre composé en même temps. Et en fait, il n'est pas protumoral, ça ne fait pas d'effet particulier, et en plus, il n'a pas d'effet sur l'efficacité du Taxol, comme on le voit ici. Donc, on était bien contents, jusque-là on est bien contents, et on se retrouve avec un composé qui a 2 cibles et 2 activités. Une activité neuroprotectrice qui passe par NAMPT et une activité de synergie. Alors on a vérifié, c'est uniquement avec les taxanes ou toutes les drogues qui vont sur le site du Taxol. Ça ne marche pas avec bien sûr le cisplatin ou le bortezomib, mais ça ne marche pas non plus avec la vinblastine. Il faut vraiment que ça soit les taxanes. Alors, tout ça, on a fait, en fait, on a fait deux brevets, un premier de synergie et un deuxième pour la neuroprotection. Une publication qui, on l'espère, va être bientôt acceptée parce qu'on nous demandait juste de changer le texte. Et puis, on n'a pas peur et on a créé une nouvelle start-up qui s'appelle Saxol. Parce qu'on voudrait aller plus loin, que par rapport à ce qu'on avait eu avec la première start-up, cette fois-ci on a toute une famille de molécules, je ne vous l'ai pas mis ici, mais on a fait tout ce qu'on appelle les relations structure-activité, et on a testé une vingtaine de molécules minimum, et on a pu voir les parties de la molécule qui étaient importantes pour l'activité neuroprotection, celles qui étaient importantes pour la synergie. On commence à bien comprendre tout ce qui se passe. Donc voilà, en conclusion, les messages que je pourrais dire pour ce genre d'approche, c'est que, ça je ne voulais pas expliquer, mais ça prend un temps fou quand même de comprendre le mécanisme d'action. Il faut s'accrocher, il faut tester plein de méthodes. Il ne faut pas avoir peur d'aller rencontrer des disciplines différentes. C'est forcément multidisciplinaire. Il y a déjà d'emblée une interaction avec la chimie, mais il y a aussi justement aborder toutes les technologies, la métabolomique, tout ce qui n'est pas directement lié à notre travail de biologiste de base, de petits chercheurs, comme j'ai entendu. Que dans la région Rhône-Alpes, on a de la chance parce qu'il y a un bon réseau, à la fois au niveau public. J'ai pu trouver toutes les collaborations sur place, bon, à part celles que j'ai été chercher aux États-Unis, mais elles sont aussi sur place. Et les collaborations privées, ne pas hésiter à breveter. Ça, vraiment, je le dis toujours. Pour tout vous dire, le premier brevet, je l'ai déposé par acquis de conscience, en me disant, bon, ça synergise, mais
qu'est-ce qu'on va en faire? Mais quand j'ai bien fait, parce que finalement, je trouve que cet effet neuroprotecteur est extrêmement intéressant. Il n'y a rien pour l'instant qui protège des neurones. Et puis, on est très bien soutenu en région Rhône-Alpes, à la fois, on est soutenu dans mon cas, par le CNRS pour les programmes de prématuration, mais il y a tout un programme de maturation qui accompagne les chercheurs. Et ça, je trouve qu'on a un endroit qui est vraiment fabuleux pour ça. Là, c'est tous ceux que j'aimerais remercier, notamment pour la deuxième partie de ce travail. Donc Lauralie Renaud, et maintenant Lauriane, qui travaille beaucoup sur le projet, Jordan, Chantal et Sakina Aliabé. Ici sont les chimistes avec qui on a collaboré, Francesca et Maria Elena, qui sont des Italiennes aux États-Unis, et David Balessac à Neurodol. Puis bien sûr, tous nos supports. Et puis, je voudrais juste terminer par remercier aussi tous ceux qui ont voulu s'embarquer sur la barque de Carba et maintenant prendre la barre au travers de la société Saxol, notamment Philippe Bordeaux, Victor Juarez-Pérez et Paul Clodon. Et puis à nouveau, on a un board de scientifiques internationaux qui nous supportent et qui nous accompagnent. Je vous remercie. Je voulais juste vous dire aussi que je suis passée très très vite sur les manips, on a fait beaucoup de manips, et il y a le poster de Lauriane, le numéro 4 je crois, si vous voulez aussi lui poser des questions après. Bonjour. Merci, très jolie présentation. Et ces molécules, la deuxième qui a été identifiée en particulier, qui fonctionne bien, elle ne sera pas modifiée chimiquement, elle n'a pas besoin d'être optimisée, parce qu'elle fonctionne déjà à des concentrations apparemment très faibles. Elle fonctionne, non, il en faut pas mal. Bon, on a un backup qui demande apparemment moins de concentration. Mais en fait, pour l'instant, on a tapé fort parce qu'on voulait voir ce que ça donnait. Et on est en train justement en ce moment de faire des expériences de dose limite pour voir jusqu'où on peut aller pour avoir notre effet neuroprotecteur. Et après, ce qui est le plus important avec cette molécule à travailler, c'est sa formulation. Parce que comme beaucoup de molécules actives, elle a des problèmes de solubilité. On a réussi déjà à trouver, on sait comment l'injecter aux animaux, etc. Et on travaille une formulation qui soit acceptée par l'homme. Et on avance bien là-dessus aussi. Donc, je suis confiante. Okay. Et qui serait oral? Alors, au départ, on va faire le plus simple en intraveineux, puisque le Taxol est administré en intraveineux. Mais ça va vraiment dépendre au fur et à mesure du développement. Si jamais c'est appliqué en ambulatoire, etc., on essaiera d'aller vers une forme orale. On explore aussi cet aspect-là. Et est-ce que l'optimisation chimique est un obstacle pour vous? Ou est-ce que vous avez les outils et les interactions nécessaires pour ça? On a les interactions. On a les chimistes qui sont vraiment spécialistes de cette série, justement du CERMN. Et on a déjà vu avec eux. Et on a essayé aussi de faire des prodrogues, en se disant, on ne sait jamais si ça peut pallier notre problème de solubilisation. Pour l'instant, on a vraiment le maximum de nos résultats sur Carba 1 et Carba 2. Et c'est pour l'instant là-dessus qu'on va. Mais ça n'empêchera pas d'éventuellement diversifier. Merci, Sylvain Baron du laboratoire GRED à Clermont-Ferrand. Donc félicitations pour cette très belle présentation. Alors au passage, c'est vrai que c'est sympa finalement des fois pour des molécules d'avoir du off-target, parce que du coup elles sont capables de faire plusieurs choses et ça peut être intéressant. Je me posais la question par rapport au traitement que vous faisiez, est-ce qu'il y a une temporalité, une cinétique particulière de pré-traitement avec le Carba 1 et Carba 2 avant de traiter avec Votaxane, ou comment ça se passe concrètement? Alors pour l'instant, comme on pensait que c'était un effet préventif, on a fait un pré-traitement des rats. Je crois que je l'ai enlevé sur la diapo parce que je trouvais ça chargé. Mais en fait, on fait 2 injections de Carba 1 avant de démarrer ensuite les injections où on fait Carba 1 en même temps que le Taxol sur les rats. Mais on n'a pas regardé, on n'a pas optimisé ça non plus. C'est pour répondre, il y a la dose limite et il y a la posologie qu'on est en train de regarder aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'on pourra l'appliquer qu'une fois et en même temps que le Taxol. Ou peut-être ce qu'on a vu aussi, c'est que on gardait la neuroprotection alors que les animaux sont sacrifiés, si je me souviens bien, 4-5 jours après la dernière injection. Donc
bon, je ne sais pas si ça veut dire que l'effet dur, c'est encore trop prématuré, là, tout ce que je dis. Mais on va étudier la posologie de plus près pour voir si mieux comprendre. Et ce qu'on n'a pas étudié non plus, c'est si éventuellement ça peut avoir un effet curatif. Mais là, c'est aussi du boulot. Est-ce qu'on a une dernière question brûlante avant de passer à la suite? Non. Merci. Pardon. Merci. Je voulais juste dire aussi qu'on était très soutenus aussi par les associations de patients, parce que de plus en plus maintenant, bon, les gens sont en rémission du cancer, on l'a vu ce matin, ils vivent plus longtemps, et on ne se rend pas compte que ces neuropathies périphériques, ça leur empoisonne la vie, ils n'ont pas le droit à l'oubli du cancer. Il y a une pianiste qui dit « je ne peux plus jouer au piano », une marcheuse qui dit « moi j'aimais bien marcher, mais je perds l'équilibre et je ne peux plus ». Et c'est quelque chose que je pense qu'il faut prendre en compte vraiment maintenant. Et on n'est pas les seuls. Hein. Là, je vous parle de Carmin, on a quelques concurrents, parce que quand on dépose une boîte et qu'on essaye, ils nous demandent c'est quoi l'état de la concurrence, tout ça, là, on se met à travailler beaucoup là-dessus. Et il y a des concurrents, mais qui sont tous eux aussi en développement. Et de toute façon, il y a un marché énorme, donc il y a de la place pour tout le monde, je pense. Merci beaucoup, Laurence. On va passer à la suite avec Giovanna Lollo, qui est à l'UCBL et à la faculté de médecine, maître de conférence, pardon, à l'UCBL, à la faculté de pharmacie. Giovanna va nous parler aujourd'hui des nanoparticules et une application en particulier. Si ça va bien. Parfait. Bon, bonjour à tous. I will switch to English for my presentation if it's not a problem. So it will be easy to present you our results. So first of all, thank you for Clara for inviting me today to present our work. So indeed, we tackled one of the main problems which is related with the administration of drugs, as in particular the drugs that have been just presented. And in particular, we developed nanoparticles for a particular local-regional treatment in cancer using a pressurized intraperitoneal administration. So we followed and we developed treatment for a specific type of cancer that are peritoneal carcinomatosis. So peritoneal carcinomatosis, it's a group of cancer that share the capability to disseminate in the peritoneal cavity. So they are secondary cancers to primary tumors, which are indeed ovarian cancer, colorectal cancer, or gastric cancer. So patients developing the ovarian cancer, they have a relative incidence of about 60-70% of developing peritoneal metastasis. The approaches that have been used in clinics until now are based on systemic chemotherapy, so intravenous administered, and we all know that this type of administration has a lot of secondary effect because of the indiscriminate biodistribution of the drugs inside the body, so can attack also the healthy tissue. But other local-regional treatments have been developed, and in particular, there are some treatment that is the cytoreductive surgery, so the removal of the main primary tumors, and then the treatment with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, which is called HIPEC. As we can see, it's a very invasive surgery. In fact, there's a peritoneal wash with chemotherapeutics at 42 degrees. So it is not a repeatable. Patients that undergoes the HIPEC can just do once during their treatment. But more advanced, there are other approaches that are based on a pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy. This is a minimally invasive surgery in which there are some trocars that are placed into the abdominal cavity, and the chemotherapeutics are nebulized locally. So there's an improved efficacy with respect to the other treatment, and the duration of the procedure is just 90 minutes and can be repeated 3 times in the cycle of the treatment. So this technique is relatively new. It has been developed in 2013 by Marc Raymond in Germany. And then in 2015 has been developed also, it's been imported, became the first, Lyon Sud Hospital, became the first hospital in France to offer this technique, thanks to the development, to the direction of Professor Olivier Glen and Nawal Bakrin. And then the first PPAC in USA has been carried out in 2020.
So here we have a representation of this local regional treatment in which there's a capnoperitoneum with CO2, and then through a nebulizer, so specific nebulizer, the chemotherapeutics are aerosolized in the peritoneal wall where the metastases are. Even if it is minimally invasive and it demonstrated that can be repeated administered without high toxicity, there are some weaknesses. In fact, there's the low penetration of the drugs into the tumors, and also the stability of conventional anti-cancer agents in complex biological media. Also the rapid elimination and the low retention within the tumor. So that's why we focus on the formulation strategy in order to improve the treatment and to improve the retention of these chemotherapeutics in the tumors. We started looking to nanomedicine. In fact, we developed this kind of formulation, and we know that nanomedicine are drug delivery system with their size, is drug delivery carriers with the size below micrometers. And here you have a representation of the number of clinical approval nanomedicine from the 80 until 2020. So we can see that it's a very growing field of interest also from a clinical application. And in particular, if we look to the same graph, but we are looking to the application in blue here, we have the application in cancer. So the application in cancer are widely developed. And here we can see that nanotherapeutics, in particular nanomedicine, it is a very large term that includes a lot wide type of system. So nanomedicine can be considered micelles or polymeric system, but also lipidic system like liposome or iron or gold nanoparticles. They have been developed in cancer to load nucleic acid, chemotherapeutics, or also immunotherapeutics. And currently, there are 15 cancer nanomedicine that have been approved, and more than 80 are in clinical trial. Here you have just a timeline of the different nanomedicine that have been approved in clinics. So starting from the Doxil, that is a liposome loaded with doxorubicin that has been approved in 1995. Then we have nanoparticles of PLGA, but also the albumin, the paclitaxel loaded nanoparticles, or the polymeric nanoparticles, or also other liposome. Interesting, the Abraxane has been the first nanomedicine that has been used also in PPAC technique, and the first phase 1 clinical trial has been carried out for the treatment of advanced malignancy confined in the peritoneal cavity. So all of these strategies open our research. In fact, the aim for us is to develop nanomedicine to treat this localized tumor. And in particular, by nebulizing nanoparticles into the peritoneal cavity, we expect to increase the accumulation in the tumor nodules and also the interaction with tumor cells while providing a higher drug residence time. To develop this system, we focused on, first of all, on developing a biocompatible and biodegradable system. In this case, they are made of hyaluronic acid, which is an anionic polymer, and a polyarginine, which is a positive charged polyamino acid. This platform has been patented and can load different kinds of agents. In particular, has been used to encapsulate cisplatin, but also oxaliplatin derivative as the aminocyclosan platinum that we will call the ACHPT. The first challenge was to develop the system, but in the first instance, we had a batch scale in the sense that we produced through ionic gelation technique, that is just mixing the solution of different charged polymer at a specific ratio in order to obtain a formulation with some amount that is enough for the physicochemical characterization for the in vitro studies. But very quick, we understand that this is not enough in the sense that if we have to move to preclinical and then later on clinical study, we have to be sure that our formulation, our procedure, is robust and can allow the formulation and the scaling up of the volume. So we moved from the batch scale to the continuous production through microfluidic device. In this case, the solutions are moved through microchannel, and we ensure the production of a robust formulation that is, and the characteristics are not dependent on the size of the batch that we produce. So we ensure the scalability and the reproducibility of our formulation.
This is the characteristics, so this is, for us it's very important that the size in the nanometric range, and also the size is important for the penetration into the tumors and interaction with cells. And also the zeta potential, that is the surface charge of this particle, that is important for colloidal stability, but also for interaction with the protein into the blood, and is mainly negative because it's due to the hyaluronic acid that is exposed on the surface. And also, we lyophilize this particle. Indeed, we have a stable, solid formulation that can be just resuspended and ready to use for our preclinical studies. We also show that these particles are completely stable in human serum, but also in ascites. This is common developed in patients with peritoneal carcinomatosis. In vitro, we also developed some screening, and we saw that when we treat different cell lines with our loaded nanoparticle, the EC50 value is lower with respect to the drug alone. This because once it's formulated in our nanosystem, the drug penetrates better into the cells, so allowing to bring more dose to the cells and to be more efficacious. We also studied the interaction of these particles with the tumor spheroid, in particular with a tumor made of HCT 160 cells. And with a collaboration with some physics in Lyon, we also studied the permeability of the spheroids as a readout for the efficacy of our treatment. Moreover, since oxaliplatin is described as an immunogenic cell death, we were also investigating the release of the alarmin HMGB1 and the release of ATP, which are the clear sign of the immunogenic cell death. And we saw that when tumor cells are treated with our nanoparticle compared to oxaliplatin, they were able to release a higher amount of this alarmin, demonstrating that we maintained the activity of the drug. Indeed, we improved also the immunogenic sensitivity of tumor cells to our drug. But following the in vitro study, we were interested in the pharmacokinetics. So before performing the pharmacokinetic in the localized administration, we were interested in the pharmacokinetic study following intravenous administration in healthy mice. So we administer our drug-loaded nanoparticles and we compare them with oxaliplatin solution. So the pharmacokinetics of oxaliplatin is very well known. This is a very old ancient drug that bounds erythrocyte and is quickly removed from the blood circulation. So what we demonstrated is where our nanoparticle will increase the Cmax, we increase by a factor of 8 the area under the curve, reducing the volume of distribution and the clearance. That means that our particles remain with the drug inside the blood for a longer period. We also simulated some repeated administrative regimen, and we showed that we can administer less drug, and by this way also reduce the side effects that are related with platinum drugs. So once we demonstrated this improved value of nanoparticles, we tested them for the localized treatment of peritoneal carcinomatosis. This study has been developed with cisplatin-loaded nanoparticles in collaboration with the University of Ghent. Here you can see the immunodepressed rat that has been implanted with SCOF3 cells that are human ovarian cancer cells. And we saw that these cells spread in the peritoneum. Here you have the trocar and you have the camera, and we nebulized through the aerosol our nanoparticle into the abdominal cavity. By bioluminescence, we were able to follow the tumor growth following the treatment with cisplatin in PPAC or intraperitoneal, but also with the nanoparticle in intraperitoneal administration or in PPAC. So we saw that there's a synergistic effect between the nebulization and the administration of our nanoparticle. Indeed, looking to we were not able to find any metastasis in the peritoneal cavity, and in the experimental period studied, the survival of the rats treated with was around 100%. So then we get interested in moving on, thanks also to some funding from the SAT that we received. And we were interested in testing this particle using a clinical device. And the clinical devices that are used for PPAC in human are the Capnopen and the Topol. These are the main references that are currently used at the Hospital Lyon Sud.
So there are some characteristics and some requirements in order to get the optimal nebulization in the peritoneal cavity. This is important because when we have to test at preclinical level our system, we have to be sure that we are in the same situation that in humans. So it is important to have a specific size of the aerosol droplets, which has to be around between 20 and 50 micrometers, and also the cone angle has to be around 20 and 60 degrees. So we develop also an ex vivo model that is an inverted urinary bladder. When we invert the urinary bladder, this is a porcine bladder, you have the peritoneal cavity that is completely exposed. So it's useful to test if our setting with this nebulizer can allow a complete nebulization in the peritoneal cavity itself. So we set up then at the DSL in the internet platform the preclinical setting to study in rats and in mice the local general administration of our nanoparticle. And in particular, here you have the procedure that we developed in rats. So this is the anesthetized rats, and here the trocar that is applied on the belly of the rats, where firstly we insufflated the CO2, and then with the camera we can localize the peritoneum and then administer the drug. She's Nawal Bakrin, the Dr. Bakrin, she's a clinician. Of course, this was her first rat with us, and together we are moving forward in the developing of this method. Of course, in mice, it's not a completely PPAC because we cannot use the same trocar that we use in clinic, but in mice, we need also the mouse model in order to explore the modification of the tumor microenvironment that cannot be performed in rats. And now we are able and we are operative, and in France is the first platform that is able to develop this kind of study. And we are studying now the ovarian cancer peritoneal carcinomatosis model with the ED8 cell line. So you can see that it's a very long model. Indeed, we need around between 2 and 3 months to wait for the development and dissemination of the peritoneal metastasis in mice. But we have also the model, the murine CT26, and also another one, the MC38, which is the peritoneal metastasis from colon cancer. So this will allow us to explore the potential of our nanoparticles also in this system. But to complete the study, we also have tested our nanoparticles in the colon peritoneal carcinomatosis model, the CT26, which is a very useful model because it has a very exponential growth. So we injected the cells, and then after 4 days, we treat the animals, and then we sacrifice them at different time points. We evaluated the tumor burden, so the tumor weight at the 2 time points studied, and we saw that our nanoparticles are as effective as oxaliplatin alone. Of course, we do not expect this level more effectiveness of our particle with respect to the drug alone, because we know that the drug is the reference drug in PPAC. But when we observed the survival of the animals, we saw that we increased higher the survival of this animal compared to oxaliplatin alone. Indeed, we passed from 16 days to 29, 30 days of survival with a huge increase. We are now focusing on this study in order to evaluate also the change in the tumor microenvironment following the treatment using the PPAC technique in our particles. So in conclusion, we were able to develop the novel platform of polymeric nanoparticles via microfluidic technique, and we were able to also lyophilize this particle in order to have really a ready-for-use system that can be easily transposable to clinic. We also developed all the roadmap for the physicochemical characterization for considering the stability and also the ability of this particle to be nebulized and not to lose their physicochemical properties. In vitro, we demonstrated a superior anti-cancer activity of our nanoparticle with the drug alone. And also in vivo, in the different model, we were confident and we would like to study the effectiveness of our particle.
As ongoing study, we are now working on the pharmacokinetic and toxicity study on ED8 mouse model. Indeed, the pharmacokinetic study that had been previously developed was following intravenous administration in healthy mice. Now we are doing the same in ED8 mice, and in particular we are interested in two types of pharmacokinetic. The pharmacokinetic of the drug, but also the pharmacokinetic of the carrier itself, because of course we have to corroborate if the carrier is completely eliminated following the administration. And in the future, these nanoparticles loaded with the ACHPT will be exploited for the treatment of ovarian cancer and mouse model. But there's also an additional point, is that we selected this kind of drugs for this study because are the ones that are clinical, that are used now in clinics. But in the future, we plan to deliver other type of drugs that are not used, that are not possible to use in PPAC because of the formulation. And I would like to acknowledge all the persons that collaborate with us from the different parts also of the region of Auvergne-Rhône-Alpes, but also the collaborator, of course, from the HCL in Lyon, from the Ghent University, and all the funding agency and the SHAPE, and this project that is now funded by the ARC Foundation will continue with the SHAPE-Med, and we hope that in the future we can deliver efficacious solution. So thank you. Des questions pour Giovanna, in French or in English? Thank you for a very nice talk. You mentioned rodent models and then going to humans. There are many topological issues with size change. So would you envisage pharmacology in larger animal models? Yes, this is a point that we will develop. Indeed, part of the project funded by the Waste Valorization from the SAT is to test this particle in larger animal models like rabbits. In fact, we will test this particle in another peritoneal carcinomatosis model that is derived from gastric cancer. And there's the rabbit model that has the primary tumor and the metastasis at the same time. So by this way, we can we can also do repeated administration. In fact, one of the limits of these preclinical models is that also in rats we cannot repeat because the surgery is very invasive, while in rabbits it has been already tested that is possible. Thank you for your presentation. Did you compare your method to currently used intraperitoneal treatment, such as hyperthermia or high pressure that are currently used? What would be the advantage of your approach as compared to these approaches? We challenge our system with what is currently used in clinics. So in clinics they do the PPAC with chemotherapy with oxaliplatin solution. Indeed, it's a mixture of oxaliplatin doxorubicin, and we compared intraperitoneal and PPAC administration with the same drug administered intraperitoneal and PPAC. We do not compare with the hyperthermic because with the hyperthermia treatment because it's very difficult to set all the machine for the 42 degree. And we know there are some groups in Europe that are working with hyperthermia, but there's no consensus also in clinics to use hyperthermia because it's very, very invasive. The advantage of this technique is that it's minimally invasive and patients can use a repeated administration. The advantage of our nanoparticle is to provide a formulation that can work better than the drug alone. No? This is also the objective of our pharmacokinetic study. We would like to demonstrate that following PPA with our nanoparticle, we can remain longer in the peritoneal cavity as compared with the drug alone. And also our platform can be applied for other type of drug that now cannot be solubilized, cannot be administered in vivo.
Parfait. Merci beaucoup, Giovanna. On va maintenant passer aux présentations flash. Lucie Arnoux, qui est doctorante au CRCL, qui va nous parler de l'identification d'une forme extracellulaire de la protéine ribosomique L21 comme nouvelle cible thérapeutique dans le cancer du sein triple négatif. Est-ce que je peux prendre un micro? Oh punaise, ok. Bonjour à tous, alors, je m'appelle Lucie Arnoux, je suis en deuxième année de thèse au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux sur l'identification d'une forme extracellulaire d'une protéine ribosomique, donc la protéine L21, et son potentiel comme cible thérapeutique dans le cancer du sein triple négatif. Aujourd'hui, l'un des principaux challenges dans la recherche translationnelle, c'est de trouver des cibles qui vont spécifiquement différencier les cellules saines des cellules cancéreuses. Dans ce contexte, je travaille sur la thématique des protéines externalisées, qu'on appelle aussi les e-protéines. Ce sont des protéines qui ont été caractérisées pour la première fois en 2011 dans un article de Cancer Genomics Proteomics, et qui vont décrire donc des protéines qui sont intracellulaires dans les cellules saines et qui sont retrouvées anormalement à la surface de cellules cancéreuses, bien que leur mécanisme d'externalisation reste encore aujourd'hui inconnu. Toutefois, même si on ne connaît pas la fonction de ces protéines en surface, elles restent accessibles par divers types de ligands, notamment par des anticorps thérapeutiques, ce qui en font des candidates prometteuses pour les thérapies ciblées. Donc, dans ce contexte, au sein de mon équipe au CRCL, on a développé un protocole de criblage de ces e-protéines et on a permis d'identifier la protéine ribosomique L21, aussi appelée RPL21, en surface dans un modèle de cancer du sein. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi d'exploiter son potentiel comme cible thérapeutique dans le cancer du sein triple négatif, car comme vous le savez peut-être déjà, c'est un des cancers du sein les plus agressifs, qui va toucher une femme sur 5 et qui aujourd'hui, les traitements qui existent sont encore trop peu efficaces. Alors notre découverte clé, c'est donc l'externalisation de RPL21 dans des cellules représentatives du cancer du sein triple négatif. Dans un premier temps, on a fait donc des immunofluorescences. Donc on va d'abord se concentrer sur nos lignées TNBC. Lorsqu'on a perméabilisé nos cellules, on observe en vert la protéine ribosomique RPL21 intracellulaire qui va être présente de manière diffuse dans le cytoplasme des cellules comme attendu pour une protéine ribosomique. Et lorsqu'on passe sur des cellules qui sont non perméabilisées, on observe RPL21 extracellulaire sous forme de spot avec une proximité variable plus ou moins variable au noyau selon la lignée cellulaire qu'on étudie. Et ce qui est important dans ces immunofluorescences, c'est lorsqu'on passe sur des lignées qui sont non transformées. Sur les immunofluorescences sans perméabilisation, on observe une absence totale de signal de RPL21 extracellulaire, permettant de confirmer que cette externalisation elle semble spécifique aux cellules cancéreuses. Ensuite, on a fait le choix de s'intéresser aux limitations de la taille des anticorps et de leur aptitude à pouvoir pénétrer dans la membrane plasmique. Pour cela, on a pris nos cellules qu'on n'a pas perméabilisées, on a incubé notre anticorps RPL21 pour détecter la forme en surface de RPL21 et on a fait interagir cet anticorps avec des microbilles qui, elles, sont trop grandes pour pouvoir pénétrer dans la membrane plasmique. Et donc, ce que vous observez ici, tous les petits points lumineux, ce sont les billes qui sont accrochées à la forme extracellulaire de RPL21. Et donc, dans cette manipulation-là, ça sera sur une forme uniquement externe à la membrane plasmique. Donc, tous ces résultats ont été initialement un peu surprenants car aucune protéine ribosomique n'a jamais été décrite en surface, que ce soit sur des cellules saines ou sur des cellules cancéreuses. Mais on a confirmé ces résultats par différentes analyses techniques reproductibles, notamment par l'expression dans les membranes plasmiques par fractionnement subcellulaire ou encore par microscopie électronique. Ce qui nous a permis d'identifier RPL21 comme une nouvelle protéine externalisée dans le cancer du sein triple négatif. Dans un second temps, on s'est intéressé à l'impact du ciblage de cette forme extracellulaire de RPL21 dans nos cellules TNBC.
Et donc on a utilisé différents anticorps et un anticorps anti-RPL21 a démontré une activité antitumorale assez prometteuse en inhibant la prolifération cellulaire de manière dose dépendante. Donc c'est ce que je vous ai représenté ici. Donc des graphes de prolifération cellulaire où la courbe en rouge représente les cellules qui sont traitées avec notre anticorps à 5 microgrammes par ml. Et donc ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a différents temps de traitement, que ce soit à 24 heures ou à 48 heures. Lorsqu'on traite nos cellules, on a un arrêt rapide de la prolifération cellulaire qui va apparaître en moins de 2 heures et donc qui est visible ici en culture, donc en 2D, mais aussi sur sphéroïde en 3D. Cet effet, il est clairement spécifique de la forme en surface de RPL21, car lorsqu'on fait les mêmes tests de prolifération, mais que l'on incube sur nos cellules l'anticorps en compétition avec la protéine humaine recombinante RPL21 à différents ratios, on peut voir l'inhibition de cet effet antiprolifératif dans nos cellules de manière dose dépendante. Pour caractériser les effets de cet anticorps, on a commencé par regarder la mort cellulaire. De la même manière, on a incubé nos cellules, traitées sur la courbe en rouge avec l'anticorps à 5 microgrammes par ml, et on a observé une apoptose significative dépendante des caspase 3 et 7. Par la suite, les tests de caractérisation ont aussi montré que cet effet sur la prolifération semble aussi être un impact direct de la perturbation du cycle cellulaire. Et on a donc pu identifier un anticorps dirigé contre la forme extracellulaire de RPL21 qui a des effets cytostatiques et cytotoxiques sur nos cellules. En résumé, donc on a identifié RPL21 comme une nouvelle protéine externalisée et caractérisé son potentiel comme cible thérapeutique dans le cancer du sein triple négatif. Par la suite, on aimerait développer un anticorps propriétaire pour pouvoir porter le projet en études précliniques pour, à plus long terme, pouvoir proposer une solution et un traitement solide contre le cancer du sein triple négatif. Donc, ce sont des travaux qui vont être prochainement soumis pour une publication. Et j'aimerais finir par remercier Frédéric Catté du CRCL qui a porté le projet en collaboration avec Marie-Alexandra Albaret, mon équipe Ribosome Traduction et Cancer qui est dirigée par le docteur Jean-Jacques Diaz. Remercier Nina Radosevic et Frédéric Pénaud-Yorca du Centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand pour leur collaboration. Remercier le Clara bien évidemment pour le soutien financier grâce au programme OncoStarter 2022 et vous remercier pour votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Votre présentation. Est-ce que c'est spécifique des triples négatifs ou est-ce que vous le trouvez dans d'autres cancers du sein, voire d'autres cancers? Et est-ce que vous avez regardé sur des coupes humaines ou sur autre chose que sur des lignées? Oui, alors on a fait d'autres lignées cancéreuses. Donc, on a fait du côlon, on a fait le glioblastome, on a fait des cancers pédiatriques. Donc on en a retrouvé à chaque fois. Et il y a seulement dans les cancers pédiatriques, c'était intéressant, selon les lignées. On avait vraiment une différence d'expression. On avait des lignées où on en avait beaucoup, d'autres non, et d'autres une expression moyenne. Et on a commencé du coup à faire sur des coupes tumorales. Donc c'est la collaboration avec Nina Radosevic et Frédéric Pénaud-Yorca. Cependant, vu que l'anticorps qu'on utilise, c'est un anticorps polyclonal, pour l'instant les résultats ils sont pas fameux. Voilà. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez pu analyser la nature biochimique de votre protéine à la surface, notamment s'il existe des modifications post-traductionnelles particulières, en quoi cette protéine est exactement la même que dans le ribosome? Alors non, ça on n'a pas fait les modifications, enfin on n'a pas étudié les modifications post-traductionnelles. Ce qu'on a seulement fait pour estimer si on avait vraiment la même protéine intracellulaire que la protéine à la surface, c'est quand on a fait les tests de caractérisation de l'externalisation, on a utilisé un tas d'anticorps qui vont couvrir totalement la protéine. Et vous ne l'avez pas passé en masse, en spectrométrie de masse? Non, on ne l'a pas passé en spectrométrie de masse, non. Est-ce que vous pensez que l'expression de ce type de protéine pourrait être un ligand pour des récepteurs exprimés dans des lymphocytes, par exemple, de façon analogue au checkpoint
C'est-à-dire que la protéine, la cellule se mettrait à exprimer un ligand qui la protégerait justement des cellules immunitaires. C'est possible. C'est Mais une j'ai pas idée, de. C'est une idée, oui, c'est possible. Après, j'ai pas de. Comme il y a très peu de bibliographie en fait sur ces protéines, je pourrais pas vous répondre comme ça, mais c'est une idée qui peut être exploitable. Merci. Et si vous avez d'autres questions, demain je serai sur mon poster, c'est le numéro 1. Donc je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est Marie-Anne Jourdain, qui est postdoc à l'IAB de Grenoble, qui va nous présenter ses travaux. D'accord, comme ça. D'accord, très bien. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie le CLARA de me donner l'opportunité de présenter mon projet de post-doctorat, donc les travaux de recherche de ma première année, qui portent donc sur la combinaison d'ARN non codants et de peptides dans le cadre du traitement du cancer du pancréas, et plus spécifiquement pour cibler donc P53, qui est retrouvé à 70% dans une forme mutée dans le cadre du cancer du pancréas. Et notre stratégie repose d'une part sur l'utilisation d'un ARN long non codant pour stimuler les activités donc de P53 sauvages, et d'une autre part d'utiliser des peptides qui ont été identifiés pour se lier à la conformation mutée de la protéine, de façon à réactiver celle-ci en conformation sauvage, et donc stimuler toutes les fonctions que l'on connaît associées à P53, telles que la mort cellulaire par apoptose et l'arrêt du cycle cellulaire. Pour pouvoir utiliser ces molécules in vivo, nous avons décidé donc de les encapsuler dans différents types de nanoparticules que l'on retrouve ici donc nommées comme des nanoparticules lipidiques, LNP, ou bien des liposomes pour la partie encapsulation du peptide. Aujourd'hui, je vais seulement vous parler de l'encapsulation de l'ARN dans des LNP. Nous avons fait l'hypothèse qu'il faudrait designer spécifiquement nos différentes formulations pour pouvoir soit cibler de façon in vitro nos cellules pancréatiques avec des LNP que l'on pense plutôt chargés très positivement, ou bien des LNP qui seront plus neutres, qui vont favoriser une longue circulation dans la circulation sanguine, de façon à les administrer in vivo. Et nous avons cherché à valider cette hypothèse. Nos LNP sont constitués de différents lipides, où l'on retrouve principalement un lipide cationique chargé positivement et un lipide ionisable, ici l'ALC, qui va changer de charge en fonction du pH. Avant de passer à un levier thérapeutique avec notre ARN long non codant, nous avons choisi d'optimiser ces LNP en utilisant un ARN messager qui code pour la luciférase. Ces LNP sont fabriqués selon un procédé dit de microfluidique, où on aura les lipides présents dans une phase organique, notre ARN dans une phase aqueuse, et le mélange va se faire dans la puce de façon à obtenir nos LNP. Nous avons designé 3 différentes formulations nommées LNP1, LNP2 et LNP3, et elles diffèrent majoritairement par la proportion en lipides cationiques de 0 jusqu'à 20%. Nous avons caractérisé ces formulations qui mesurent environ 100 nanomètres pour chaque formulation. Et comme vous pouvez le voir ici sur ce graphe, on a environ un rendement de 40%, ce qui est plutôt bien pour ce type de formulation, et une très bonne efficacité d'encapsulation avoisinant les 100%. Après cette caractérisation, nous avons testé ces formulations en termes de capacité de transfection, donc in vitro sur des lignées cellulaires pancréatiques qui portent la mutation P53. Et comme vous pouvez le voir ici sur ce graphe avec les barres en bleu et verte, ce sont les formulations plutôt chargées très positivement qui transfectent les cellules, tandis que la formulation plutôt neutre ne transfecte que très peu nos lignées cellulaires.
Avant de passer à un modèle in vivo, nous avons décidé de designer un modèle qui est pour nous semble être intermédiaire, donc un modèle dit organ on chip, où on administre des cellules pancréatiques dans du matrigel qui, après 7 jours de pousse, vont former des sphéroïdes, et on injecte nos LNP sous flux continu, de manière unidirectionnelle, et on regarde le signal luciférase ici en bioluminescence. On a pu détecter ce signal dans la puce, et lorsque l'on quantifie ce signal, on voit qu'il diminue après 24 heures, mais qu'il est beaucoup plus important pour la LNP dit plus neutre par rapport à une LNP plutôt cationique. Enfin, concernant les résultats in vivo, nous avons designé cette expérience où, avec un modèle orthotopique, on a injecté des cellules pancréatiques dans des souris qui sont immunodéprimées. Et on a regardé, après 30 jours de pousse tumorale, nous avons injecté nos LNP en intraveineuse, et on a regardé à 6 heures et à 24 heures in vivo et ex vivo le signal de la luciférase. Comme vous pouvez le voir ici sur ces images de bioluminescence, nous avons majoritairement 3 organes qui sont ciblés, à savoir la rate, le foie notamment pour la LNP2, et on a détecté un signal dans les poumons pour la LNP3. C'est ce qu'on retrouve ici lorsque l'on a quantifié ce signal. Maintenant, si on s'intéresse aux résultats ex vivo qui nous intéressent fortement pour le ciblage de la tumeur, on a pu voir qu'on retrouvait les mêmes organes cibles comme précédemment in vivo et qu'on avait un signal dans la tumeur. Si l'on zoome ici, on a remarqué quelque chose de très intéressant, si vous vous souvenez par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les LNP qui transfectaient in vitro, elles étaient plutôt cationiques. Eh bien ici, on a observé l'inverse. Si vous regardez le signal dans la tumeur, vous pouvez voir que la LNP, qui est plutôt plus neutre, avait un signal qui était augmenté à 24 heures par rapport à 6 heures, ce qui valide pour l'instant l'hypothèse que nous avions fait de départ, et surtout nous permet d'aller à un levier qui sera beaucoup plus thérapeutique et d'utiliser ces formulations pour notre ARN non codant et pourquoi pas après pour l'encapsulation également du peptide. Donc pour résumer, on a vu qu'il était très important de designer nos nanoparticules lipidiques. On a plutôt une formulation cationique pour cibler in vitro, une qui semble plus neutre pour cibler la tumeur in vivo, et on aurait peut-être une LNP qui serait intermédiaire pour des modèles organ on chip. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu parler de tout le projet, mais si vous êtes intéressés, vous avez des questions, j'ai également un poster où nous pourrons discuter ensemble, notamment de la partie liposome peptide que je n'ai pas pu aborder, et c'est le numéro 24. Voilà, je voudrais terminer par remercier mon équipe, notamment Ali Abbé, donc le projet qui entre dans le cadre d'un projet Transcamp porté par Pierre Hainaut, avec qui je collabore, et également donc mon directeur Jean-Luc Coll, Mans Brockgarden et Cyril Nogier qui a travaillé activement sur cette partie de projet. Je remercie la plateforme Optimale avec qui nous avons fait les manips in vivo et mes partenaires, donc l'Institut Weizmann en Israël avec Moshe Oren, spécialiste de P53, et Marco Marcia avec qui nous travaillons pour développer cet ARN long non codant. Et je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour la présentation. J'avais une question concernant les nanoparticules. Peut-être je n'ai pas bien suivi. Comment vous modulez la charge de votre particule ? En fait, on module la charge. Nous travaillons avec la compagnie Polyplus, qui a designé donc ce lipide cationique, lipide brique, qui est chargé très positivement. Et en fait, on les module pour la formulation qui est dit plutôt neutre. Elle a seulement du lipide ionisable, qui après à pH neutre va plutôt être neutre justement. Et pour celles qui sont plutôt cationiques, elles sont composées de ce lipide brique qui rend les lipides. Et donc, vous êtes en train de changer la composition lipidique quand vous passez d'un système à l'autre. Est-ce que vous pensez que les résultats que vous avez obtenus sont aussi fonction du changement de la composition lipidique que vous avez fait sur vos nanos ? Oui, exactement. En fait, on cherchait
Parce que très souvent, là, notre readout qu'on avait, c'était de regarder au niveau de la transfection dans les cellules. Et on a remarqué, au début, nous, ce qu'on voulait, c'était surtout, in fine, quand on va relarguer notre ARN long codant au niveau des lysosomes in vivo, on voulait plutôt avoir une LNP qui va plutôt être très circulante et rester longtemps. Quand on a fait les premiers tests avec nos différentes LNP, on s'est rendu compte que la formulation qu'on avait imaginée ne transfectait pas nos cellules. Du coup, on s'est dit, mince, on n'a peut-être pas la bonne. Et on a comparé en augmentant la charge, en étant plus positif. Voilà. Mais c'est complètement dépendant de la composition lipidique. Oui. Ok, merci.